Il est 8h30. Bretagne 5, l'invité de la matinale, avec la boulangerie-pâtisserie d'Élise des Anges à Pommerais. Et pour débuter la semaine, on va parler spectacle et culture dans la matinale avec Guillaume Blaise. Il est directeur de la Passerelle à Saint-Brieuc et il est venu jusqu'à nous, jusqu'au studio de Bretagne 5. Je vous en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors, Guillaume Blaise, on va parler ce matin, je le disais, de culture, de spectacle. Aujourd'hui, on est dans une époque troublée avec ce Covid-19. Comment ça s'est passé pour la Passerelle concrètement ? De manière moins pire, on va dire, que sur le premier confinement au printemps, puisque effectivement on a appris cette nouvelle fin octobre et puis la saison avait plutôt bien démarré. Voilà, les gens étaient revenus dès septembre dans nos salles, donc c'était plutôt encourageant. Donc le coup a été un peu rude et en même temps assez vite, on s'est emparé des interstices d'activités qui nous étaient encore autorisés, notamment la possibilité d'accueillir des artistes en résidence ou bien de faire intervenir des artistes dans les établissements scolaires. Donc ça nous a permis quand même de poursuivre une grande partie de notre activité tout en attendant impatiemment quand même de pouvoir réaccueillir le public. Alors, ces deux cassures qui arrivent dans cette saison, comment on gère ça quand on est responsable d'une salle telle que la Passerelle ? À chaque fois, à deux reprises, que ce soit au printemps ou là cet automne, la première... on va dire source de travail, ça a été quand même l'organisation interne. Pour moi, c'était assez important que chaque membre de l'équipe sache à peu près quelle était sa situation entre activité partielle, télétravail, travail en présentiel. Donc voilà, on a essayé de régler ça au mieux assez rapidement avec à la fois toutes les solutions techniques, toute l'attention aussi au cas des uns et des autres. Et puis après, voilà, c'était la question de l'activité. Donc moi, à l'automne, là, j'ai assez vite appelé plusieurs équipes artistiques pour leur proposer de venir en résidence à la Passerelle. D'habitude, les résidences, ça se cale des mois à l'avance, presque une année, comme on cale nos saisons. Et là, en fait, on a calé plusieurs temps de résidence en une semaine, en fait. Voilà. Depuis le 12 novembre, on a au moins une équipe artistique en résidence chaque semaine à la Passerelle. Alors donc ça veut dire que c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle façon de travailler. On imagine que tout ce qui est administratif et autres ne s'arrête pas. On imagine que les journées sont longues. Oui, paradoxalement, elles sont très très intenses. Et c'est vrai que alors d'habitude nos journées se prolongent tard le soir, puisqu'on accueille des spectacles ou bien on va en voir ailleurs. Là, elles s'arrêtent finalement vers 19h, mais chaque journée est un grand sprint, ouais. Alors, comment on peut se projeter dans l'avenir alors qu'il est un peu incertain, toujours avec cette menace du Covid qui plane aujourd'hui et sur les salles de spectacle et plus généralement sur notre société. Comment on peut se projeter ? Comment vous vivez ça ? Je pense que très concrètement, concernant l'activité de la Passerelle, la première projection, elle est assez immédiate. Elle concerne la date du 15 décembre. Et on sait qu'elle est encore incertaine quand on voit les chiffres épidémiologiques annoncés ce matin. Donc on attend, mais on est prêt. Voilà, nous, on fait comme si on rouvrait le 15 et on espère bien rouvrir. On est prêt à respecter le protocole et tout ce qui va avec pour que le public puisse revenir sereinement à la Passerelle. Sur la projection, on va dire plus lointaine, moi depuis quelques mois je réfléchis à comment est-ce qu'on garde tout ce que cette situation a généré de positif dans le renouvellement de nos manières de faire. Comme je disais, on anticipe beaucoup, on travaille beaucoup en amont et en même temps là au mois de novembre tout le monde a apprécié de pouvoir générer ces temps d'activité de manière quasi instantanée. Voilà, donc la vraie question c'est comment finalement ne pas avoir fait que subir cette situation, mais comment est-ce que cette situation nous permet aussi d'ajuster des curseurs, de ne pas faire les choses comme on les faisait avant, sans non plus renverser la table totalement, mais un exemple concret, par exemple à la Passerelle, cette saison on a supprimé les abonnements, à la fois parce qu'on savait que ça allait être compliqué de projeter la saison de manière intégrale sans rupture, et puis aussi pour rendre le lieu plus accessible, à la fois financièrement et puis à la fois aussi dans l'esprit des habitants. Beaucoup se disaient la Passerelle, si je suis pas abonné je ne peux pas y aller. Donc voilà, on a fait ça. On n'a aussi pas fait de plaquette de saison, mais on a fait un support trimestriel qui nous permet aussi de mieux raconter ce qu'on fait, ce que je vous disais dans les établissements scolaires ou à la maison d'arrêt, avec les hôpitaux également. Enfin, voilà, donc c'est comment par petites touches continuer à remplir nos missions, et elles sont importantes, mais en sachant un peu faire un pas de côté de temps en temps. Le public suit ? Oui, ça a été assez...
on a présenté la saison le 8 septembre. Moi, j'ai fait 2 temps de présentation, un le midi et un à 18h30. Et il y a eu 700 personnes ce jour-là qui sont venues découvrir la saison. Donc je peux vous dire que ça nous a fait un sacré coup de boost pour reprendre. Et oui, la fréquentation est vraiment bonne. Et puis on a même vu que des gens se projetaient. On a certains spectacles qu'on accueille au printemps pour lesquels on a déjà vendu 400 billets. Donc voilà, il y avait vraiment une vraie projection et on a senti que les spectateurs et spectatrices avaient envie de revenir et puis de retrouver les artistes. Il y avait aussi un besoin, ce besoin physique d'être au contact des artistes dans un théâtre, près d'une scène. Est-ce que c'est aussi, j'allais dire, un petit peu le fait que le public a été confiné et ait besoin de penser à autre chose, de vivre autre chose? Je pense qu'il y a effectivement le fait de venir au spectacle, il y a la dimension rituelle, comme on peut la retrouver quand on va voir un match dans un stade. Il y avait effectivement... on a vu arriver beaucoup de... Allez, moi je parle plutôt de palliatifs ou d'ersatz via les écrans, des captations ou plus récemment des vidéos diffusées en live. Mais c'est vrai que... C'est pas pareil. Voilà, on parle de spectacle vivant et ce qui caractérise comme le spectacle vivant, c'est cette espèce d'espace-temps commun qu'on partage avec des artistes face à nous, nous spectateurs, et puis des gens autour de nous. Alors pas trop près en ce moment, hein, un fauteuil d'écart, mais voilà, il y a quand même quelque chose qui joue de l'instant, et on sait que cet instant qu'on vit, il sera pas le même le lendemain, et il n'aura pas été le même la veille. Enfin, donc il y a quand même quelque chose là qui est irremplaçable, et c'est pour ça qu'on a appelé plusieurs directions de salles à rouvrir assez rapidement parce que voilà, rien ne pouvait remplacer quand même cette communauté dans les théâtres. Voilà, le besoin d'être là, d'être ensemble aussi, ce que les écrans ne font pas. Il y a quand même une certaine froideur avec l'écran. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, alors on parlait de se projeter un petit peu plus loin, Guillaume Blaise, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer se projeter dans le spectacle d'après qui sera forcément différent du spectacle d'aujourd'hui, en tout cas dans son organisation, dans sa façon de se présenter au public ou le public de se présenter pour venir voir un spectacle? Je pense qu'on gardera, enfin moi je tiens beaucoup à ce qu'on montre toutes les manières de faire du spectacle aujourd'hui. Alors à la fois continuer à accueillir des grosses formes dans notre grande salle, où on peut accueillir, allez, on va dire en ce moment entre 4 et 600 personnes, mais en temps normal on peut monter jusqu'à 880. Mais il faut que ces formes-là perdurent, et puis en même temps mais on le fait déjà aussi, qu'on ait des formats plus légers ou des formats qui se déploient plus dans l'espace public. Voilà, mais je pense qu'il faut que tout continue de coexister. J'ai du mal à voir en fait qu'est-ce qui changera vraiment, même si on a tous envie que des choses changent, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y aura un monde d'après forcément ou pas? Oui, mais je pense que, je sais pas si le monde d'après, je suis pas sûr qu'on y croit encore beaucoup. On en a beaucoup parlé au mois de mars, mais quand on a vu ce qui se profilait ensuite, on est nombreux à avoir déchanté. C'est plus une vigilance accrue à certaines conditions dans lesquelles on fait les choses. Et là, je vois bien, par exemple, les réflexions dont je vous parlais tout à l'heure. Elles vont se mener à la fois entre, bien sûr, les lieux de diffusion, mais aussi les équipes artistiques. Enfin voilà, d'essayer que tout le monde avance ensemble, parce que de toute façon, nous, lieux sans spectateurs, on n'est pas grand-chose, et puis sans artistes, alors on n'est vraiment rien. Donc c'est comment effectivement arriver à réfléchir avec cette équation-là. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on voit qu'on a des envies qui sont paradoxales, à la fois par exemple se laisser du temps pour boucler la saison prochaine et en même temps se dire allez, il faut faire des tournées cohérentes pour l'environnement, que les artistes fassent pas des diagonales à travers la France mais au contraire viennent à Rennes, à Saint-Brieuc, à Quimper, voilà, dans une logique. Et pour faire des tournées cohérentes comme ça, il faut anticiper. Enfin voilà, donc on est sur cet équilibre et on essaye d'avancer tant bien que mal, notamment pour préparer la saison 21-22. Est-ce qu'il y a un rapport au temps différent ? En tout cas, là, on a découvert l'immédiateté et je pense que de la même manière qu'on l'avait découvert avant les vacances d'été, on avait tenté d'organiser des temps de retrouvailles avec les habitants et on s'est rendu compte
qu'on faisait jamais ça, en fait, travailler aussi vite, organiser des choses pour le mois à venir. Donc c'était intéressant de voir qu'on est capable de le faire et quelles limites on a rencontrées. Mais c'est vrai qu'on se fait... Enfin, moi, je me rends compte là ces derniers jours qu'on se fait quand même assez vite rattraper par aussi cette échelle plus lointaine de la saison prochaine. Donc, encore une fois, je pense qu'il faut juste ne pas se engouffrer tête baissée dans faire les choses comme on les faisait d'habitude, mais avoir toujours un œil relevé pour être vigilant. Et alors, on sait que le spectacle vivant, entre autres, a beaucoup souffert d'un point de vue social de ce premier confinement d'une part et du second maintenant. Comment vous avez pu gérer ça, vous, en tant que directeur d'une scène telle que la Passerelle ? Nous, on a pris le parti et pour le coup, c'était vraiment notre responsabilité de lieux labellisés, financés. On le rappelle pour les auditeurs et auditrices, mais on est financé par la ville de Saint-Brieuc, par l'État via la DRAC de Bretagne, par le département des Côtes-d'Armor, par la région Bretagne et enfin par l'agglomération de Saint-Brieuc. Donc on a une vraie responsabilité, nous un vrai engagement d'exemplarité et donc on a fait en sorte d'injecter tout le budget qui était disponible, notamment suite à l'annulation des spectacles, dans le fait de générer des temps d'activité. Au mois de novembre, par exemple, les résidences qu'on a calées, c'est une centaine de jours de travail salarié pour les artistes, techniciens et équipes administratives des compagnies. Et même par ricochet, c'est aussi 90 nuits d'hôtel à Saint-Brieuc et ainsi de suite. Enfin voilà, si on pense aussi à l'économie locale. Donc nous, notre rôle, il est là, c'est-à-dire de générer de l'activité pour les artistes, techniciens, et puis aussi, parce qu'on en parle peu, mais il y a du monde qui travaille dans les bureaux de toutes ces compagnies, et les personnes en charge de l'administration, de la production, en ce moment, sont très sollicitées. Donc on est là, mais c'est vrai que ça n'empêche pas qu'il y a tout un pan de l'activité aujourd'hui qui n'existe plus, notamment les concerts debout. Donc ça, voilà. Si c'est un groupe un peu jeune qui bouge pas mal, c'est difficile de faire le jeune public s'asseoir. C'est ça, voilà. Donc c'est compliqué aujourd'hui dans les salles de concert de montrer du hip-hop, de montrer certains styles de musique plutôt rock. Et du coup là, il y a vraiment des artistes et techniciens qui n'ont plus d'activité et là il y a un vrai enjeu de questionner cela en lien avec notamment les règles du statut d'intermittent du spectacle. Pour l'instant il y a une année blanche qui est posée jusqu'au mois d'août, mais on commence à se rendre compte que ça ne suffira pas, cette temporalité. Donc par rapport aux conséquences sociales de la crise vraiment dans le secteur culturel, tout est loin d'être réglé. Alors justement, vous parliez de cette nouvelle saison que vous appréhendez. Je ne vais pas vous demander de nom, j'imagine que c'est peut-être un peu prématuré. Maintenant, si vous voulez en donner, vous pouvez. Comment on monte une nouvelle saison ? Comment on l'articule avec toujours le risque de peut-être être obligé de tout arrêter en cours de route ? Nous, le point de départ du travail sur une saison, c'est qu'on est une scène pluridisciplinaire, donc on accueille aussi bien des spectacles de théâtre, de danse, des concerts, du cirque, de la programmation à destination du jeune public également. Voilà, donc ça, on va dire que c'est le canevas de départ, alors qui du coup est un canevas infini parce qu'il est très large. Et après, la programmation se nourrit à la fois de spectacles qu'on a soutenus en création. Tous les artistes qu'on accueille en résidence en ce moment, forcément, l'idée c'est d'accueillir les spectacles une fois qu'ils seront créés, notamment la saison prochaine. Et puis c'est aussi le fruit de beaucoup de temps passé en repérage, en France, parfois en Europe, voilà, pour aller voir des spectacles. Et tout ça donne, passer par des prismes de calendrier, de budget, de technique, donne chaque année un peu, j'allais pas dire miraculeusement, mais ouais, à chaque fois qu'elle est bouclée, je me dis tiens, une nouvelle fois, ça, on a une forme d'alchimie finalement qui se fait. Et en même temps une sorte d'abîme quand on démarre d'une page blanche, mais effectivement à chaque fois ça fonctionne. Et comme vous dites, c'est un équilibre, une alchimie entre des spectacles dont on sait qu'ils seront peut-être plus consensuels, d'autres qui vont aller chercher les gens peut-être de manière plus surprenante. Et moi, j'aime beaucoup dire ça aux spectateurs, spectatrices, de dire voilà, on va, comme je vous le disais, montrer toutes les manières de faire du théâtre, et certaines ne vous plairont pas, mais du coup, voilà, on ne s'enfermera dans aucun style, et c'est plutôt un cheminement de découverte auquel on invite les spectateurs. Donc c'est un peu comme ça, ouais, que tout cela se fait, et effectivement, la saison prochaine, petit à petit, des choses se posent sur le calendrier, mais pas trop vite. Voilà, donc on n'aura pas de nom ce matin, mais c'est pas grave. D'une façon peut-être un peu plus grave, Guillaume Blaise, aujourd'hui, on est dans une société très tendue, on l'a dit même au bord de la rupture, cette société. Est-ce que le spectacle, est-ce que la culture
peut être une forme de bouée de sauvetage? Moi, je trouve que, enfin, je parlerai pas de rôle parce que c'est pas comme ça qu'on l'appréhende, mais je trouve que certains spectacles, en tout cas, permettent d'amener une forme de distanciation dans les opinions que l'on peut se faire nous individuellement. On voit qu'aujourd'hui tout passe beaucoup, notamment par Twitter, et sur Twitter on est pour ou contre. Voilà, il n'y a pas de zone grise. Il y a beaucoup de bashing, il faut bien le reconnaître. On s'indigne, on réagit, et une indignation chasse une autre. Je trouve intéressant, moi, notamment quand des artistes s'emparent presque de sujets d'actualité, ou en tout cas de ce qu'est notre quotidien, pour y amener un regard justement un peu plus décalé, nourri à la fois de poésie et puis nourri de doute aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, peut-être qu'on ne doute pas assez, ou qu'en tout cas on ne prend pas le temps de douter. Donc je trouve que le spectacle vivant peut vraiment amener cette dimension-là. Et puis après, sur d'autres formes aussi, je vous parlais tout à l'heure d'espace public, c'est comment le spectacle vivant peut amener des habitants à porter un regard un peu différent sur leur quartier. On a accueilli début octobre un spectacle qui s'appelait Sensible Quartier, à Robien, à Saint-Brieuc. Et c'était intéressant parce que c'était une sorte de balade chorégraphique avec des danseurs, comédiens. Et certains habitants du quartier nous ont dit « Ah bah tiens, ça je l'avais jamais vu alors que c'est à côté de chez moi ». Donc c'est aussi une invitation là aussi à prendre un peu le temps d'observer différemment. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut se jouer à ces endroits-là. Ouais. Donc la culture toujours est encore objet pour éveiller la curiosité et puis peut-être sortir de ce monde un peu contraint, un peu compliqué et ce rapport au temps toujours. Oui, je pense qu'il y a un vrai amener déjà une dimension poétique décalée, parce que des fois c'est aussi ça, on se surprend à voir des choses différemment dans la manière dont elles vont nous être dites. C'est aussi amener à montrer ou à dire des situations qu'on voit pas forcément dans notre quotidien. On essaye d'être vigilant, c'est pas gagné là aussi, mais d'avoir une diversité de personnes sur les plateaux, en termes d'origine, de génération. Il y a une dimension politique, alors on va pas parler de politique politicienne, mais de politique dans le sens de la vie de la cité aussi. Oui, d'engagement. Je trouve que les textes ministériels qui régissent les missions des scènes nationales parlent d'engagement. Il y a l'engagement artistique, il y a l'engagement culturel, citoyen et territorial. Enfin, moi je trouve qu'on est vraiment à la croisée de ça, et j'aime bien effectivement ce mot d'engagement plus que celui de mission, parce que c'est vrai que c'est des enjeux qui nous tiennent à cœur, et ils sont multiples. Alors voilà, des fois on essaye il faut pas travailler en cochant des cases, mais d'essayer de voir comment tout ça s'articule de manière la plus évidente possible. Voilà, c'est pas très administratif, on ne coche pas de cases. Non, on évite. On essaie de rêver un petit peu et de sortir de ces fameuses cases. La culture, on dit souvent que c'est le parent pauvre. Là, il y a eu un grand effort de fait eu égard à cette crise du Covid-19. Est-ce que vous craignez qu'après l'élan, on ait un tassement derrière ? C'est toute la question. C'est vrai que là, on est dans l'œil du cyclone, et effectivement, il y a eu un vrai mouvement d'engagement, notamment de tous les partenaires publics. Mais c'est peut-être un peu après qu'on va voir vraiment les dégâts de cette crise. Alors, sur 2021, les choses ont l'air confortées, on va dire. Nous, en tout cas, côté Passerelle, par exemple, tous les partenaires publics nous ont plutôt confirmé leur volonté de maintenir leur niveau de subvention. Et c'est essentiel parce que c'est parce qu'on a tous ces partenaires qu'on peut justement mener à bien tous nos engagements. Mais 2021, on sait que ça ne suffira pas. Et là, je parle plus largement, pas pour la Passerelle, mais on se le disait tout à l'heure pour la question de l'année blanche des intermittents. Et donc, je pense que oui, il y aura une vigilance à avoir dans les prochaines années, et puis se rappeler qu'à un moment, on parle d'arbitrage, et arbitrer en faveur de la culture, c'est possible, c'est un choix politique, mais c'est un choix possible que font certaines collectivités, et donc il n'y a pas de fatalité, je pense, à ce que la culture soit le parent pauvre. Alors, on va inviter évidemment les auditeurs qui sont aussi des amateurs de spectacle à se rendre à la Passerelle, et puis dans tous les lieux culturels, parce que c'est important aujourd'hui. On le rappelait à l'instant avec vous, Guillaume Blaise, cette importance de la culture. Il n'y a pas de danger, on peut venir voir un spectacle, voilà.
Tout à fait, oui. On a mis en place, nous, des protocoles sanitaires dès la rentrée. On avait même été un peu plus loin que ce qui nous était imposé, parce qu'à l'époque, on était encore en zone verte. Souvenez-vous de l'époque où il y avait des zones vertes et des zones rouges. Et moi, j'avais pris le parti qu'on garde quand même une jauge limitée pour que les spectateurs et spectatrices puissent se distancier d'eux-mêmes, même si on n'était pas obligé. Et donc, les choses se sont passées très sereinement. Voilà, et effectivement, il n'y a pas eu de cluster dans les lieux culturels, quels qu'ils soient. C'était votre crainte, vous ? En tout cas, on était vigilants là-dessus. Après, il n'y avait pas de crainte particulière, mais en tout cas, c'était de l'attention et de la vigilance. Donc, effectivement, on va repartir là, on l'espère, à partir du 15 décembre sur ces mêmes bases. Nous, on a même affiné nos protocoles d'entrée et de sortie de salle. On va demander aux gens de rester assis à la fin du spectacle et on les fera vraiment sortir rangée par rangée, de manière à ce que la sortie soit fluide. Le bar ne sera pas ouvert. Voilà, et là, grosse pensée pour quand même tous les restaurateurs et bistrotiers notamment, parce que c'est quand même triste, ce tunnel sans activité pour eux. Et donc voilà, nous, notre bar ne sera pas ouvert. On fera pas les rencontres qu'on a l'habitude de faire après les spectacles. Enfin voilà, l'idée c'est que les gens sortent à 21h, puisque c'est la règle. Voilà, il faut que les gens sortent du théâtre à 21h et rentrent chez eux tranquillement, puisqu'on sera en couvre-feu. Mais oui, voilà, on va faire les choses au mieux et on sait que jusqu'à maintenant, ces conditions-là, ce protocole-là a fait ses preuves. Un dernier mot, il nous reste quelques secondes. Il n'y a pas une petite frustration à mettre un peu les gens dehors comme ça en disant, voilà, on enlève la suite, la troisième mi-temps du spectacle en quelque sorte. C'est ça, c'est très, parce que nous on a beaucoup travaillé depuis 2 ans à la fois sur l'avant et l'après-spectacle. L'avant notamment en ouvrant le bar à 18h30, on a des gens qui viennent boire un coup, qui viennent manger avant le spectacle. Et effectivement, il y a l'après dans le forum où les spectateurs peuvent rester échanger avec les artistes. Donc oui, on va dire que ça ne cantonne le temps qu'au temps de la représentation. Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on met en place depuis 2 ans notamment, mais voilà, souhaitons que ça ne dure que quelques semaines et qu'assez vite on puisse retrouver quand même toute cette palette relationnelle avec les spectateurs. Voilà, revenir à une vie normale pour le spectacle aussi, l'après-spectacle ou l'avant-spectacle. Merci infiniment Guillaume Blaise d'avoir été avec nous ce matin pour parler de spectacle. Donnez aussi envie aux auditeurs, amis auditeurs, allez-y, allez voir les spectacles, allez soutenir les artistes, les intermittents, tous ceux qui font qu'on a du plaisir chaque jour à aller au théâtre ou au spectacle en règle générale. Guillaume Blaise, donc directeur de la Passerelle à Saint-Brieuc. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin dans les studios de Bretagne 5 et belle journée. Merci à vous. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.